Merci Christiane. Est-ce qu'il y a des réactions parmi le public? Merci. Naomi Nagy. Donc, merci Christiane et merci au Centre. Pour moi, ça fait un très, très grand plaisir d'y être dans un groupe si grand avec les représentants des locuteurs du franco-provençal de plusieurs endroits. Je crois qu'ici, dans la salle, maintenant, on a au moins un représentant de variété de franco-provençal de chaque pays où ils se parlent. Donc, Jonathan et moi, quand on a pensé à développer ce numéro du International Journal of the Sociology of Language, on a vraiment essayé de mettre ensemble un groupe comme le groupe que nous avons aujourd'hui, avec les chercheurs qui ont plusieurs moyens de regarder la langue et plusieurs moyens de l'expliquer. Donc, parce que moi, pendant des années, je travaille avec un des dialectes les plus isolés du franco-provençal. Moi, mon terrain de recherche se trouve ici en bas d'Italie, vous voyez, à Faeto e Celle San Vito, dans les Pouilles. Nous avons ici les gens qui travaillent sur le franco-provençal du Val d'Aoste, de la Suisse, de la France. Mais il y a aussi des locuteurs au Canada et aux États-Unis. S'il y en a d'autres, après, vous me le dites, on va les ajouter à la carte avant de rendre les dernières preuves au journal et on va changer la carte. C'est le temps qu'on sache. Donc, pendant cette journée de rencontres et dans le numéro du journal, nous verrons combien de similarités il y a entre les diverses variétés du franco-provençal, pour ne pas oublier tous les autres noms de la variété l'arpitan. Franco-provençal, arpitan, patois, il y a plusieurs noms. Oui. Et aussi, on verra les différences. Donc, je vais donner la parole à Jonathan et je voudrais aussi lui remercier parce que c'était un très grand plaisir de travailler avec lui en préparant toutes ces choses. Donc, je lui cède la parole. Merci. Donc, un début de notre travail, c'était d'essayer d'établir le taux de vitalité du franco-provençal dans toutes les régions où ça se parle, y compris, je crois bien, pour la première fois dans l'Amérique du Nord, où le franco-provençal se maintient toujours dans des petites communautés dans lesquelles Naomi travaille. Donc, on parle vraiment d'une langue internationale, hein, c'est pas quelque chose de local. Pour essayer de faire ceci, on a adopté le cadre de l'UNESCO, un cadre qui quantifie le taux de vitalité à partir de 9 indicateurs. On n'a pas trop de temps maintenant pour entrer dans les détails, mais on peut voir que malgré l'immense variation entre les régions pour chaque indicateur, nous remarquons un déclin progressif en général, et bien sûr terminal dans certains cas, surtout dans des coins de la Suisse et de la France. Donc, étant donné l'histoire présente du franco-provençal, on a trouvé nécessaire de réunir des spécialistes franco-provençaux de chaque région afin d'identifier les corrélations de ce déclin et de donner une image globale, essayer de donner une image globale du franco-provençal dans son état actuel, surtout au niveau de la structure de la langue. Donc, on a réuni des spécialistes dans le revue International Journal of the Sociology of Language, comme Naomi a expliqué, et nous remercions l'éditeur en chef, Ophelia Garcia, pour son aide durant le projet. Nous tenons à remercier les contributeurs du numéro spécial, bien sûr, et nous tenons à remercier aussi Christiane Dunoyer, Brigitte Miron, Nathalie Biturina et toute l'équipe pour l'organisation de ce colloque dédié au franco-provençal. J'avoue, il faut que je dise que nous trouvons le travail du Centre René Willien très très important.
non seulement pour ces activités linguistiques de très haute qualité, mais surtout pour faciliter la communication entre les spécialistes et les locuteurs, d'où parviennent nos données. Donc je crois que c'est très important de souligner ce fait. Donc sans perdre trop de temps, voilà le programme pour la journée que vous avez dans votre dossier. Et nous essayons de travailler aujourd'hui dans 3 grands axes principales, qui est issu du numéro spécial. Nous allons ouvrir la journée avec une axe plutôt sociolinguistique de type quantitative. Ensuite, nous allons parler des contacts des langues. Donc on parlera plutôt de la structure et changement dans la structure de la langue. Et on va terminer avec plusieurs articles, plusieurs communications sur les pratiques et les représentations actuelles du franco-provençal dans les régions en Europe et l'Amérique du Nord. Donc je tiens à remercier tout le monde encore pour ces travaux et nous devons, je crois bien, commencer. Merci beaucoup. Voilà, alors la première contribution de la journée, je laisse la parole à Naomi Nagy qui présente son article. Bonjour et bienvenue. Je suis néolocutrice du franco-provençal de la Pouille. Bon, je vais continuer en français, juste dans le cas où vous ne comprenez pas ce variété du franco-provençal que je viens de parler. Mais pour moi, ça fait très grand plaisir d'entendre le franco-provençal du Val d'Aoste hier soir à table et aussi ce matin à cette table ici. Je crois que c'est une des choses les plus importantes, c'est d'employer le franco-provençal ou toutes les langues minoritaires dans autant d'endroits possibles pour vraiment les garder vivantes. Donc, j'étais super contente de voir ces petites, je ne sais pas le mot français, ces petites étiquettes, voilà. Mais je vais passer tout de suite à une entrée à notre journée de rencontre assez technique, vraiment pour discuter un peu de la variation qui se trouve dans une variété de franco-provençal, comme je viens de la dire il y a un moment. Une des variétés les plus isolées. Donc, avec 2 co-écrivains qui ne pouvaient pas venir ici en Val d'Aoste, malheureusement, David Heap et Michael Iannozzi, nous avons travaillé pendant des années sur les pronoms sujets nuls, ça veut dire les pronoms sujets qui ne se prononcent pas dans le franco-provençal qui se parle et au Pouilles, à Faeto, et par les gens qui sont d'origine de Faeto, mais qui habitent maintenant à Toronto, au Canada. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est d'abord d'expliquer ce que c'est que le paramètre des pronoms sujets nuls, et puis d'indiquer comment on essaie de tester ce paramètre qui nous vient de la linguistique théorique générative et avec quel genre de données, c'est-à-dire quel est le moyen de faire les liens entre les locuteurs, comment tu parles, et la description théorique de la langue et pourquoi il faut le faire. Donc, on a proposé il y a longtemps qu'il y a un paramètre des pronoms sujets nuls qui veut dire que ou dans une langue, il faut prononcer les pronoms sujets toujours, ou il faut ne pas les prononcer, de ne les prononcer jamais. Donc, par exemple, on sait qu'il y a longtemps, il y avait la langue latine qui se parlait, et là, il n'y avait pas de pronoms sujets dans la langue. Maintenant, par contre, on a, par exemple, le français, où dans chaque phrase, il faut un sujet. Donc, où il faut un substantif, ou il faut un pronom. Donc, ce sont les deux points, les 2 extrêmes, merci, de la possibilité. Mais il existe beaucoup de langues qui se trouvent vraiment entre ces 2 extrêmes. Les variétés où il faut employer les pronoms sujets dans quelques phrases,
il faut ne pas les employer en d'autres phrases. Et il y a des phrases où l'emploi est... j'oublie le mot. Variable. Facultatif, c'est ça que je cherchais. Merci beaucoup. Donc, on voudrait voir comment on peut comprendre ce système de variabilité ou de facultativité, si c'est un mot, comment ça se voit dans les parlers franco-provençaux. Donc, on a commencé avec les données très, très riches qui viennent des atlas linguistiques, l'Atlas linguistique de la France et Sprach- und Sachatlas d'Italien und der Südschweiz. Je suis désolée, je ne sais absolument pas comment parler allemand, mais l'Atlas de l'Italie et de la France. Donc, si on regarde les données dans l'Atlas de la France, on voit que dans chaque phrase, on a un sujet, un pronom sujet. Par contre, dans les phrases qui viennent de l'Atlas de l'Italie, on ne voit pas de pronom sujet. Donc, David Heap, il a fait une comparaison plus détaillée de 438 points de la France centrale et de l'Italie septentrionale pour voir la variabilité qui existe dans les pronoms sujets. Je vais juste commencer avec un coup d'œil où nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est avec le travail qui a été fait par Frédéric Diemos. Donc, elle a fait une étude en 2007 de 5 villages qui se trouvent en Val d'Ost pour regarder la facultativité, la variabilité des pronoms sujets. Et elle a trouvé qu'il y a beaucoup de types de variations. Il y a des endroits comme Roisan où on emploie presque toujours les pronoms sujets, donc à 86%. Par contre, il y a Varaille où on emploie presque jamais les pronoms sujets. Donc, il y a beaucoup de variations. Et puis, moi, j'ai ajouté le petit carré violet pour Faeto dans les Pouilles pour montrer que là, on emploie même moins de pronoms sujets. Donc, et ça, c'est juste, oui. Donc, le travail de David Heap, c'était de vraiment essayer de trouver un système de la variation. Donc, je ne vais pas le discuter en détail, mais ce sont les 438 points qu'il a étudiés avec les données des atlas. Nous sommes juste là maintenant, donc si vous avez des yeux très, très bons, vous pouvez comprendre. Pardon, ça... Donc, les différents points, les couleurs et les figures ici indiquent quel genre de système de pronoms s'emploie dans chaque village. Si on emploie un système où on n'emploie que les pronoms dans la deuxième personne, le tu, si on n'emploie pas de pronoms, comme toute la région au plus sud, ou si on emploie d'autres pronoms où on ajoute aussi les pronoms de troisième personne aux deuxième personne, ou les autres qu'on se trouve ici à la frontière avec la Suisse, les systèmes où on emploie les pronoms dans presque chaque phrase, c'est-à-dire dans toutes les personnes. Et il a trouvé qu'il existe une hiérarchie implicationnelle pour le système de pronoms sujets. Et ce qu'il a trouvé, c'était plus ou moins bien lié avec ce qu'on a trouvé plusieurs autres chercheurs. C'est-à-dire que si on commence avec un système comme le latin, où on n'emploie pas de pronoms sujets, dès qu'on commence à employer les pronoms sujets, c'est de deuxième personne singulier, dans la forme tu. Si on veut utiliser plus de pronoms sujets, c'est dans la deuxième personne et la troisième personne, au singulier, au pluriel. Et après du temps où on emploie les pronoms dans ces personnes, on passe enfin à ajouter les pronoms dans le premier au pluriel, le deuxième au pluriel, le nous et le vous, et le troisième au pluriel. Donc je vois que les couleurs ne se voient pas très bien à cause du bel soleil. Donc, avant de continuer, je veux juste prendre un moment pour penser un peu à pourquoi
on veut étudier la variation dans les pronoms sujets, en Faidar en particulier, dans notre variété qui se parle dans les Pouilles. Il y a 3 axes de raison. Le premier, c'est pratique. Les locuteurs, en particulier ceux des langues menacées, s'inquiètent de la variation parce qu'ils trouvent que la variation indique la perte. Donc, il faut répéter plusieurs fois à chaque moment possible que toutes les langues ont de la variation, même les langues très fortes qui se parlent toujours, on voit la variation. Donc, on ne peut pas dire que s'il y a de la variation, s'il y a les gens qui parlent une manière et d'autres qui parlent d'une autre, que ça veut dire que la langue est prête à mourir. Donc, toutes les langues ont ce type de variation. Donc, ça, c'est la première raison pour vraiment donner un coup d'œil à la variation dans une variété qui n'a que 600 ou 700 locuteurs du monde. La deuxième, c'est où j'ai commencé il y a quelques minutes avec la linguistique théorique pour mieux comprendre la structure et le comportement des langues, pour voir si les petites langues fonctionnent, changent et varient dans la même manière que les langues plus grandes. Donc, et en particulier, qu'est-ce qui se passe avec les langues qui se trouvent en contact avec d'autres langues? Parce que dans le monde, presque tout le monde parle plus d'une langue. Donc, nous, aux États-Unis, au Canada, on trouve souvent les gens qui ne parlent qu'une seule langue et qui n'ont pas de contact avec d'autres langues, mais je crois que c'est presque le seul endroit du monde où c'est comme ça. Donc, il serait beau si la linguistique théorique reflétait mieux la réalité multilinguistique du monde. Et puis, pour passer au troisième axe, plus spécifique, pour comprendre si la distribution des pronoms sujets nuls en Faidar suggère un effet du contact ou avec l'italien au Canada ou avec l'anglais au Canada. Donc, on va comparer juste un peu, la distribution des pronoms forts, des pronoms faibles et des zéros qui se trouvent dans la langue parlée spontanée. Et on va aussi comparer comment parlent les locuteurs plus vieux aux plus jeunes pour voir si ça nous donne une indication du chemin de changement dans la langue et aussi pour voir si on peut comprendre des données de la langue spontanée, une réflexion de la hiérarchie implicationnelle d'emploi plus des pronoms de deuxième personne au singulier et de moins de troisième personne. Donc, alors, on se trouve maintenant dans le cercle bleu, dans la zone centrale du franco-provençal, mais il y a à peu près 700 ans, il y a des gens qui ont quitté ce bel endroit pour aller au sud d'Italie. On ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas exactement d'où et on ne sait pas exactement quand, mais ils se sont installés en haut d'une petite montagne au sud d'Italie, en 2 petits villages, Faeto et Celle San Vito, où ils se sont entourés des locuteurs de plusieurs autres dialectes italiens. Je crois que... Et au moment où on a fait l'atlas linguistique de l'Italie, on a trouvé de très grandes différences entre le parler à Faeto et les autres parlers du région. Donc, par exemple, cette carte ici indique comment on dit mon cousin. Et si on lit dans la zone à côté, on a le frate ma cucina, les mots comme ça, mais au point 715, qui est Faeto, on a mon frère Kunseprine. Et même aujourd'hui, on dit mon frère Kunseprine pour indiquer mon cousin. Je ne sais pas comment ça se dit ici, mais diverses. Ah, bon, ok. Donc, non, on va juste passer directement. Donc, le Faidar, en Italie, se trouve dans un système de conflit entre les règles linguistiques du franco-provençal et de l'Italie. C'est-à-dire, les gens qui habitent à Faeto, ils pensent qu'ils ont pu protéger leur langue dans les 60 ans depuis l'immigration
parce que c'est une langue franco-provençale. Et ils trouvent que les langues franco-provençales sont mieux que les langues italiennes. Et parce qu'ils ont une idée très élevée de la France. Donc, ils m'ont dit plusieurs fois, la raison qui existe toujours, notre franco-provençal, c'est parce qu'ils viennent de la France. Donc, il y a des jeunes qui veulent toujours refléter les formes franco-provençales de la France dans leur parler, mais il y a aussi le contact avec l'italien qui a une force énorme pour changer la langue, être plus comme l'italien, parce que les gens doivent parler les deux langues. Dès qu'ils vont à l'école, ils doivent parler l'italien à l'école, mais juste au moment où ils commencent à aller à l'école, c'est là quand les enfants commencent à vraiment parler le patois, le franco-provençal, à la maison. Parce qu'enfin, ils comprennent qu'il y a cette possibilité, cette différence, et ils veulent avoir leur propre langue à eux. Donc, ils ont ce conflit entre le franco-provençal et l'italien quand ils parlent faïdar. Puis, si on passe au Canada, et on a les gens, les descendus des gens de Faït, qui continuent à parler le franco-provençal. Ils ont un conflit en 3 dimensions. Ils ont le conflit original entre le franco-provençal de la France et l'italien, mais aussi la force de l'anglais. C'est difficile d'ignorer l'anglais en Amérique du Nord. Donc, on entend que le faïdar qui se parle à Toronto, au Canada, serait mieux influencé par l'anglais, par contre à la variété en Italie. Mais on a vu dans nos années d'études que c'est vraiment pas le cas. On ne voit pas d'indication d'anglais dans le faïdar aux États-Unis. Donc, je vais d'abord vous faire écouter juste un peu comment on parle faïdar à Faïto, parce que déjà, vous m'avez entendu, mais je suis néolocutrice, donc peut-être ce n'est pas un très bon exemple. Donc, je vais juste faire sentir 3 petites phrases que j'ai enregistrées il y a 20 ans à Faïto. Je vais vous les faire sentir. Oh, on n'a pas de... Non, OK. Alors, je vais le lire, mais ça fait longtemps que... Ça fait plusieurs fois que je les ai écoutés. Donc, on a... Jimmy Cécile, tu te connais, yo? Je suis toute parraine. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, si vous ne regardez pas la traduction. Donc, pour la prochaine, fermez les yeux et écoutez, je vais le lire avant que vous le lisez. Tu quando dici a Maria, onde dici a te menare una bella figlia Faït. On comprend? Oui? Jonathan comprend. Néolocuteur lui aussi. Et enfin, un troisième... Kumar Concetina, comment t'as dire mais? T'as dire staboun. Ah, staboun. Donc, ce sont les phrases qu'ils ont enregistrées pour que je les porte à Philadelphie, où il y a aussi des locuteurs de faïdar, de la famille de ces gens ici. Donc, j'ai enregistré... Donc, pour retourner un peu au pronom, en faïdar, on a trois choix. Ou on ne prononce absolument pas le pronom sujet, donc c'est comme l'italien standard où on a les verbes sans pronom sujet, ou on peut employer un système de pronoms forts ou de pronoms toniques, ji, ti, ilya, yelya, nous, vous et is. Mais on a ici un système de pronoms faibles comme des pronoms clitiques, je, te, i, ne veux, i. Et on peut employer ces deux ensemble ou juste une des deux. Donc, on a des exemples comme ceci, aussi pas jouables, désolé, mais ceux-ci sont enregistrés à Toronto. Donc, on a par exemple une phrase qui n'a pas de sujet. Donc, il giorno stava alla casa, qui veut dire j'étais à la maison, mais il n'y a pas de pronom sujet. On peut avoir une phrase juste avec un pronom fort. No, ieri sta tutto. Elle était toujours. Des phrases avec juste un pronom faible, il stava vacante, c'était vacant. Et enfin, on a la possibilité d'une phrase avec un pronom fort et un pronom faible ensemble. Ieri è il mio preferito.
Donc, est-ce que cette variation est juste à choix ou est-ce qu'il y a un système de règles qui contrôle quand on emploie chaque genre de pronom? Ça, c'est la question. Ça passe pas. Donc, on a fait une comparaison entre 3 groupes de locuteurs pour voir à la fois et la variation et le changement. Donc, on a les locuteurs du pays d'origine, c'est-à-dire ceux qui sont nés à Faït et qui restent toujours à Faït. Et moi, j'ai analysé les données d'une vingtaine de personnes à Faït. Puis, on a 2 générations de locuteurs au Canada. Ceux qui ont grandi à Faïto, donc après l'âge de 18 ans, ils sont allés au Canada et ils sont au Canada pour au moins 20 ans. Donc, s'il y aurait de l'influence de l'anglais, ça serait déjà passé. Ou peut-être ils ont appris l'anglais, peut-être pas. Et puis, on a la 2e génération, ceux qui sont nés à Toronto, des parents qui sont venus de l'Italie. Donc, on a enregistré des conversations spontanées avec presque 40 locuteurs de ces 3 types. Et chaque conversation a été transcrite. Et puis, on a cherché dans chaque phrase et on a compté combien de phrases est-ce qu'il y a avec pronom sujet, combien est-ce qu'il y a sans pronom sujet. S'il y en a des pronoms, est-ce qu'ils sont forts ou faibles ou les 2? Et puis, on a aussi noté si c'était première personne, deuxième personne, troisième personne. On a noté le temps du verbe. On a noté le genre d'information qui est reflété par le pronom. C'est-à-dire s'il bon, je ne vais pas y entrer là-dedans. On n'aura pas de temps. Et puis, on a fait une analyse variationniste comparative. Ça veut dire tout simplement qu'on a calculé l'effet de chaque contrainte, c'est-à-dire le temps du verbe, la personne, du sujet, et aussi les contraintes comme l'âge et le sexe du locuteur, pour voir qu'est-ce qui est bien collégué, lié au niveau d'emploi des pronoms sujets. Donc, je passe directement aux résultats. D'abord, ce sont les résultats de Faeto, donc les gens qui restent à Faeto. Et on a trouvé que la chose la plus importante, si on veut prédire si on va employer un pronom sujet dans certaines phrases ou non, c'est la personne et le nombre de personnes. Donc, on a vu que dans le premier personne singulier, le « je », on emploie presque toujours, à 97%, les pronoms sujets. Par contre, aux 3e personne du singulier, il ou elle, on n'emploie que 57% de pronoms. Vous vous souvenez de cette hiérarchie hiérarchique qu'on a présentée d'abord, c'est que dans l'histoire des langues, les pronoms 2e personne arrivent en première place, puis les 3e personne singulier pluriel, et enfin, le 1er personne et le 2e au pluriel. Donc, on a cet ordre hiérarchique dans l'histoire du changement de langue qui était reflété dans les données des atlas. On attendait voir la même hiérarchie dans la langue parlée spontanée, c'est-à-dire on attendait plus de pronoms dans le 2e personne au singulier, puis dans le 3e et des moins dans le bleu. Donc, si tout était parfait, si toute la recherche a soutenu complètement nos expectations, on aurait vu le jaune en haut, puis le rose, et puis le bleu en bas. Donc, ce n'est pas exactement comme ça, mais il y a très peu de phrases au 2e personne au singulier. Et ça, c'était une analyse de 1500 phrases qui étaient tirées des conversations spontanées. Puis on passe à Toronto, une autre 1000 phrases. Et ici, attendant cette hiérarchie,
c'est même pire. Le deuxième personne singulier, oui, on trouve là-bas le plus de pronoms. Donc, comme dans cette manière, il respecte l'hiérarchie proposée par les linguistes théoriques, mais on emploie plus de pronoms ici au centre dans la zone bleue et des moins dans la troisième personne. Donc, ça, c'est renversé. Mais les choses les plus importantes qu'on va tirer de toutes les études qu'on a faites du franco-provençal à Faeto et à Toronto, c'est qu'il y a de la stabilité de la grammaire. Dans toutes les zones, on emploie la même hiérarchie, c'est-à-dire troisième personne emploie le plus les pronoms, puis premier, puis deuxième en bas. Et toutes les autres contraintes dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, aussi, ils restent pareils dans toutes les zones. Donc, on a ici la comparaison entre les données de l'Atlas qui étaient enregistrées il y a une centaine d'années, les enregistrements à Faeto et les enregistrements ici à Toronto. La dernière chose que je vais vous faire voir, c'est une chose que je trouve très, très intéressante. Ici, on a une graphique qui représente chaque individu qui parle. À gauche, on a le taux d'emploi des pronoms. Donc, ça veut dire que les points plus hauts, ils emploient plus de pronoms et les points plus bas, ils emploient des moins. Et ça, c'est leur âge. Donc, celui-là, qui a presque 80 ans, il emploie le plus des pronoms. Et ceux de personnes ici qui n'ont que 16 ans, ils emploient le moins de pronoms. Donc, on voit à Faeto, ici sont juste les gens à Faeto, qu'il y a un changement en cours, c'est-à-dire qu'on commence à employer de moins et de moins de pronoms sujets. Donc, on peut dire que ça, c'est à cause du contact avec l'italien, parce qu'en italien, on n'emploie pas de pronoms. Puis, on a les gens à Toronto, donc les descendants des gens de Faeto. Et ici, on voit un déclin dans l'emploi de pronoms. Ça qui me rend heureux, parce que j'attendais un changement dans l'autre direction pour être plus comme l'anglais. Donc, l'anglais n'a pas d'effet sur le franco-provençal au Canada. Mais la chose le plus beau, c'est quand on met les deux groupes ensemble, et puis parce que j'ai enregistré les gens à Toronto à peu près 20 ans plus tard que les gens à Faeto. Donc, je les ai poussés 20 ans à gauche dans la graphique, et on voit que les locuteurs dans les deux pays, ils ont exactement le même système. C'est-à-dire, si vous avez presque 100 ans, ou si vous êtes à Faeto, ou si vous êtes à Toronto, vous employez le même niveau, le même taux de pronoms. Si vous êtes jeune, ça ne dépend pas de l'endroit. On garde le même système linguistique. Donc, on peut voir un sommaire, et je vais m'arrêter ici, un effet d'âge à Faeto, un effet anti-contact de l'italien sur le FAIDAR, un parallélisme du FAIDAR à Toronto, mais pour les linguistes théoriques, une nouvelle un peu triste, c'est que ces données ne soutiennent pas l'hiérarchie implicationnelle qu'on attendait. La prochaine étape, c'est de regarder la variation dans le redoublement. Quand est-ce qu'on emploie deux pronoms sujets, quand est-ce qu'on emploie juste un seul? Parce que, cette semaine même, mes étudiants de l'Université de Toronto, ils présentent cette recherche-ci à une colloque internationale aux États-Unis. Et je vais vous laisser voir ce qu'ils ont trouvé. L'emploi des pronoms redoublés, c'est au même pourcentage de toutes les phrases que les pronoms sujets nuls qu'on a discuté ici. Et je vais juste passer à la fin. Sans indiquer trop ce qu'ils ont trouvé, peut-être on peut en discuter plus tard, mais je voudrais remercier bien tous les étudiantes à l'Université de Toronto et les locuteurs du FAIDAR qui m'ont aidé avec la recherche, donc ils sont là,
et mes collaborateurs qui m'aident à soutenir ce projet de comparaison entre les langues parlées à Toronto et dans les parlers d'origine qui font partie de cette étude des langues de patrimoine qui changent et varient à Toronto. Donc, merci.